Marie Lebec, Madame la Ministre chargée des Affaires avec le Parlement, bonjour. Bonjour. Vous faites partie des marcheuses de la première heure. On dit que vous avez l'oreille du président. Les relations avec le Parlement, on va parler de ça, des textes qui sont devant nous, la fin de vie, la réforme de l'assurance chômage, la discussion budgétaire à venir. Je voudrais qu'on évoque avec vous, finalement, dans ce poste que vous occupez depuis quelques mois, les critères de l'efficacité, quelque part de la performance ou même de la valeur ajoutée d'un ministère comme le vôtre. Qu'est-ce qui fait qu'à la fin de votre passage ici, on pourra dire que vous avez été une bonne ou une mauvaise ministre ? C'est une très bonne question. Déjà, à quoi sert ce ministère ? Parce que c'est pas un ministère effectivement qui est le plus visible, le plus identifié par nos concitoyens. Le ministère des Relations avec le Parlement, il a deux grandes missions. D'une, c'est d'élaborer l'agenda parlementaire, de répartir le passage des textes entre les chambres, sur délégation du Premier ministre, prendre les décisions qui relèvent de la procédure législative. C'est, quand on est dans le cadre d'une majorité absolue, l'essentiel du travail du ministre des Relations avec le Parlement. Aujourd'hui, on est dans un contexte politique qui est extrêmement différent, avec une assemblée qui est beaucoup plus éclatée en termes de représentation politique et une logique de majorité relative, et un Sénat qui n'est pas de la même coloration politique que l'Assemblée nationale, ni que le président de la République. Et donc ça rend le ministère des Relations avec le Parlement extrêmement stratégique, puisqu'il a également la charge d'assurer que les textes qui vont se présenter dans les chambres trouveront les majorités pour pouvoir poursuivre le chemin de la navette et puis in fine être adoptés. Donc je sais pas, je pense que c'est beaucoup d'humain, puisque c'est énormément d'échanges avec les parlementaires, les députés, les sénateurs, essayer de trouver et de bâtir le compromis aux côtés du ministre qui est chargé du fond du texte, essayer d'être à l'écoute des points qui peuvent être des points de blocage, des compromis possibles. Donc tout ça est assez stratégique. Après, c'est difficile de dire l'évaluation de la performance, puisque ça relève aussi beaucoup de la relation interpersonnelle qu'on peut avoir avec les parlementaires, de la relation de confiance qu'on arrive à bâtir avec eux. Et c'est pour ça que les ministres qui m'ont succédé, ce sont souvent des ministres qui connaissent à la fois extrêmement bien la machine et qui connaissent extrêmement bien les parlementaires, pour allier les deux, à la fois la réussite du passage, du cheminement législatif d'un projet de loi ou d'une proposition de loi, et également sa capacité à construire, trouver des majorités. Alors j'aimerais qu'on aborde un certain nombre de sujets qui sont dans le champ de vos compétences, en tout cas de votre suivi. Commençons par les sujets économiques. Je crois que c'est un domaine pour lequel vous avez une appétence particulière. Alors, un des acquis de la présidence Macron, c'est le reflux du chômage dans notre société. En 7 ans, plus de 2 millions d'emplois ont été créés, avec la fluidification du marché de l'emploi, les innovations, l'attractivité du territoire. Pourquoi, dans ce contexte-là, dans cette politique-là, lancer maintenant une nouvelle réforme de l'assurance chômage ? Parce que le chômage, au fond, chez nous, c'est très identitaire. La lutte contre le chômage. C'est quelque chose dont on a fait un peu notre mantra. C'est vrai que beaucoup des Français, et ça veut dire qu'au fond notre politique a marché, ont oublié qu'en 2017, on a été élus notamment sur notre capacité à faire reculer le chômage, à aller vers le plein emploi. Et vous l'avez rappelé, on a créé 2,5 millions d'emplois depuis 2017, ce qui montre l'efficacité de notre politique. Mais aujourd'hui, on reste encore à un peu plus de 7% de chômage, et notre objectif, c'est d'aller vers le quasi plein emploi avec un taux de chômage à 5%. Ça veut dire qu'il faut qu'on continue d'accompagner nos compatriotes vers l'emploi. Comment est-ce qu'on fait pour ça ? On le fait en créant les conditions de la croissance, en attirant les investissements pour que les entreprises elles fassent le choix de la France, en permettant à quelqu'un de se former tout au long de sa vie, en facilitant l'entrée des jeunes sur le marché du travail au travers de l'apprentissage. Tout ça, ce sont des leviers, mais aussi, et parce qu'on avait un système qui était généreux, protecteur, et c'est bien en temps de crise, et c'est nécessaire, et c'est d'ailleurs ce que l'on a fait au moment de la crise du Covid. On a protégé les savoir-faire, les salariés des entreprises, les entreprises aussi, pour qu'elles ne fassent pas faillite. Mais
aujourd'hui, on voit, en France, on a un taux d'activité qui est bon, une croissance qui reste quand même dynamique, alors que beaucoup de nos partenaires européens sont dans des logiques de récession. Des entreprises et des employeurs qui cherchent à recruter, et donc il faut qu'on incite nos compatriotes à aller vers l'emploi, et modifier les paramètres de l'assurance chômage, c'est un des éléments qui permettra le retour à l'emploi, tout en favorisant l'accompagnement, mais c'est la réforme qu'on a fait il y a quelques mois avec France Travail. Alors, Catherine Vautrin, ministre du Travail, a annoncé vouloir durcir les conditions d'affiliation au régime pour les salariés, mettre en place un système de bonus-malus pour les entreprises. Il est attendu donc une économie globale de 3,6 milliards d'euros de cette réforme, mise en place d'ici à fin 2024. Alors, après 8 mois de négociations entre partenaires sociaux, est-ce qu'il fallait reprendre la main ? Oui, il fallait reprendre la main parce que les partenaires sociaux n'arrivaient pas à trouver un compromis. Et encore une fois, nous avons fait de la question de l'emploi une bataille. Parce que nous voulons montrer à nos concitoyens que aller vers l'emploi, c'est aussi redonner de la fierté aux Français. C'est toujours mieux d'avoir un salaire, une rémunération, un emploi, plutôt que de bénéficier de la solidarité nationale. La solidarité nationale, elle est normale, elle est essentielle dans notre pays, et personne n'envisage de remettre ça en question. Mais il faut que chacun entende que son niveau de vie, son pouvoir d'achat, sa place dans la société sera toujours meilleur s'il a un emploi. Ensuite, parce qu'effectivement, on croit que la France, elle peut aussi briller à l'international parce que justement, elle a des salariés compétents, elle a des salariés formés, elle a des salariés de bonne qualité. Et tout ça, nous le faisons avec les différentes réformes que j'ai pu citer dans mon intervention précédente. Et je me permets quand même de dire quelque chose, que vous avez parlé du sujet des économies, et souvent nos oppositions nous attaquent sur le thème « vous faites ça pour faire des économies ». Mais je crois que, encore une fois, il faut décorréler ça totalement d'une logique d'économie. Nous faisons ça parce que nous croyons effectivement que nous sommes capables de créer encore, de ramener encore 2% de chômeurs vers l'emploi. Et nous le faisons parce que nous estimons que effectivement nous avons une population qui mérite, qui est digne, qui peut travailler, et pour ceux qui sont les plus éloignés, pour ceux qui sont les plus fragiles, parfois c'est le cas pour les seniors, ils doivent être accompagnés, ils doivent être protégés, et c'est le sens des ajustements que nous faisons aussi dans la réforme. Et enfin, un dernier point, parce que au fond, la politique que nous menons, elle est bien sûr en faveur de nos concitoyens, mais elle est aussi pour combattre la montée des extrêmes, et notamment du Rassemblement national. Moi, j'ai l'intime conviction que lorsque vous laissez des situations d'inégalité prospérer, lorsque vous n'accompagnez pas les gens vers le retour à l'emploi, ou lorsque vous acceptez au fond que certains qui pourraient être dans l'emploi ne le sont pas, vous poussez inévitablement les gens dans les bras du Rassemblement national. Et je crois que faire de cette bataille presque un totem de notre mandat permet aussi de faire reculer le Rassemblement national. Alors, dans votre électorat, il semble qu'il y ait une partie importante qui soit constituée des seniors. Est-ce que, à travers cette réforme, vous ne prenez pas le risque de les braquer en faisant monter une forme d'inquiétude ? Comment faire que les entreprises, pour que les entreprises proposent des parcours adaptés pour ces seniors pour aller jusqu'au terme de la retraite, 64-65 ans, alors qu'aujourd'hui, le taux d'emploi, c'est bien connu, est assez faible sur cette tranche-là? Mais je crois qu'on peut continuer à progresser sur cette question. Il y a à la fois le travail que doivent faire les entreprises sur elles-mêmes, c'est-à-dire sur le fait de dire qu'est-ce qu'on fait effectivement de nos salariés seniors qui sont soit en recherche d'un autre rythme de travail, d'un autre mode de vie, peut-être d'une transmission de leur savoir, et qu'est-ce qu'on doit faire des seniors qui, par leur emploi, parce que leur emploi est physique, parce que leur emploi se fait dans des conditions parfois difficiles ou extrêmes, de froid, de chaleur, de bruit, etc., comment est-ce qu'on fait pour leur permettre d'évoluer dans leur parcours professionnel? C'est en partie, je crois, la responsabilité des entreprises. Et après, nous créons les conditions pour que les seniors restent le plus longtemps possible dans l'emploi, pour qu'ils retrouvent plus facilement un emploi. Catherine Vautrin, elle le souligne très justement. C'est vrai qu'il y a un certain nombre de seniors qui disent « moi, je veux bien retrouver un emploi, mais parfois, on me propose un salaire moindre que ma rémunération précédente », et c'est un enjeu forcément pour chacun. Et donc, c'est en ça qu'elle crée ce bonus un peu senior qui permettra de compenser
ce salaire. C'est aussi en ça qu'on fait reculer l'âge de départ à la retraite. C'est parce qu'aussi on estime que eh bien, à 57 ans, en dehors de certains métiers par lesquels qui ont été définis, les Français sont encore actifs, capables encore de produire, capables encore d'apporter à leur entreprise. Et c'est, je crois, très important, c'est ce message qu'on essaye de faire passer. Moi, j'ai fait ce travail auprès des entreprises de ma circonscription lorsque j'étais député, parce qu'effectivement, j'ai une population qui est notamment, entre autres, composée de cadres, de seniors, un peu de personnes dans les Yvelines, peut-être avec une moyenne d'âge un peu plus élevée. Et effectivement, on a beaucoup posé cette question aux associations qui accompagnent vers le retour à l'emploi, aux entreprises installées dans le bassin de vie. Et moi, j'ai été très frappé par le fait que toutes disent, bien sûr, il y a le défi de quand vous êtes au chômage, l'image que vous avez de vous-même quand vous êtes au chômage à entre 57 et 62 ans, on va dire, l'image que vous pouvez avoir de vous, la considération, les inquiétudes que ça peut générer sur votre capacité à retrouver un emploi, mais aussi et surtout sur le fait que les entreprises disaient, nous au fond, on voit bien qu'ils ont des aspirations différentes, mais on a un peu du mal à répondre à ces aspirations. Et je crois que le rôle d'une politique publique, c'est aussi d'essayer de guider les entreprises vers ce qu'elles peuvent, la façon dont elles peuvent accompagner leurs salariés seniors. Alors on a évoqué un certain nombre de succès, d'acquis. Par contre, dans les sujets qui ne sont pas exactement dans les succès du gouvernement, il y a l'endettement public. Le FMI vient de rappeler qu'il demandait des mesures. Il va falloir trouver 20 milliards d'économies sur le budget 2025 et l'atterrissage 2027 semble inquiétant. Le débat budgétaire 2024-2025 promet d'être tendu. Est-ce qu'il se terminera par un 49-3 ? Mais de toute façon, on ne se fait aucune illusion en la matière. Il se terminera forcément par un 49-3 dans la mesure où, effectivement, aujourd'hui, l'ensemble des groupes d'opposition, c'est-à-dire en dehors de Renaissance, le Modem et Horizon, ont d'ores et déjà fait valoir qu'un soutien, c'est comme d'ailleurs dans n'importe quelle collectivité locale, un soutien au budget équivaut à un soutien à la politique du gouvernement. Et donc, le sujet, c'est pas de savoir si on doit utiliser ou non le 49.3, puisque de fait, à la fin de l'année, on doit avoir voté le budget pour l'année suivante, mais plutôt, et c'est le débat aujourd'hui que l'on a avec les groupes d'opposition, les modalités d'application de ce 49.3. Est-ce qu'on le fait tout de suite ? Est-ce qu'on le fait a posteriori des débats ? Certaines oppositions nous demandent d'intégrer des amendements qui auraient été dans le texte issu du 49.3, d'intégrer des amendements sur lesquels ils auraient obtenu des victoires par le vote. Donc il y a toutes ces discussions qui sont en cours, ça va être des débats difficiles. Mais moi, ce que je voudrais dire, c'est que la volonté du gouvernement d'avoir des finances publiques saines, elle n'a jamais été remise en question. Jusqu'à la crise du Covid, on avait été dans la trajectoire que nous avions définie dans le cadre de la loi d'orientation des finances publiques. En 2017, on a trouvé une France avec un budget compliqué, exsangue, insincère, et en 2018, on est repassé sous la barre des 3% de déficit public. Notre objectif, il reste inchangé. Atteindre en 2027 d'être sous la barre des 3% de déficit public, comme nos partenaires européens. D'autres pays ont réussi à le faire. La France, je crois, par justement son dynamisme économique actuel, doit être en capacité de le faire. Mais vous avez raison, cette condition, elle est aussi corrélée à notre capacité à avoir des entreprises qui s'installent, à générer de la croissance, à générer des emplois, puisque tout ça, c'est de la richesse supplémentaire qui est créée pour l'État. Alors, est-ce que finalement, à travers toutes ces années et au-delà de la présidence d'Emmanuel Macron, on n'a pas développé un modèle qui repose sur l'extension permanente de la dépense et d'autre part, sur une forme de primat accordé à la consommation comme principal moteur économique. Est-ce que cela ne s'est pas fait au détriment de la production des entreprises ? Est-ce qu'on n'est pas tombé dans une forme d'État guichet à travers la politique des chèques ? Moi, je crois qu'il y a deux choses. Il y a effectivement, avoir des finances publiques saines, c'est avoir des marges de manœuvre. Et donc, c'est pour ça que Bruno Le Maire, le ministre de l'économie et des finances, a un discours très incisif sur le sujet, considérant effectivement que c'est un enjeu de réduire notre endettement. On l'a toujours fait. Sous le gouvernement d'Édouard Philippe, on avait un gouvernement très attentif à la question de la dépense publique. Après, moi, j'entends toutes les oppositions aujourd'hui qui critiquent l'état des finances publiques. Pas une ne s'est opposée au plan que nous avions fait
projet de soutien pendant le Covid ou de France Relance. Et d'ailleurs, c'est heureux puisque c'est ce qui a permis de sauver les entreprises, ce qui a permis de sauver les emplois et d'avoir une croissance qui repart tout de suite dès qu'on a pu déconfiner. Et donc, moi, je suis très fier qu'on ait fait ça. Ça a mis la France dans une situation financière compliquée, c'est exact. Mais heureusement qu'on a fait ça. Heureusement, on a sauvé des milliers d'emplois, on a sauvé des milliers d'entreprises. On ne doit jamais regretter cette décision. Et ensuite, il y a effectivement le fait de dire aujourd'hui, il faut réussir à sortir de cette politique et à continuer, je crois, la dynamique que l'on a su créer. Je veux dire, à partir de 2018, ça fait la 5e année qu'on est le pays le plus attractif d'Europe en termes d'investissement étranger, c'est-à-dire dire aux entreprises, venez sur notre sol. Nous croyons dans notre capacité à réindustrialiser. Aujourd'hui, nous avons des projets de loi, un qui a été voté il y a peu de temps sur l'industrie verte, l'autre sur la simplification qui va arriver la semaine prochaine au Sénat et dans quelques semaines à l'Assemblée, qui doit venir soutenir le développement et la croissance de nos entreprises. Et au demeurant, on soutient une croissance qui est une croissance qui correspond aux aspirations de la société d'aujourd'hui, c'est-à-dire une croissance verte, respectueuse de l'environnement, qui fait le pari des technologies de demain. Et donc c'est ce à quoi on travaille actuellement. Alors, néanmoins, il va falloir tâcher de combler le déficit. Pensez-vous, dans les mesures pour combler ce déficit, comme certains responsables de la majorité, qu'il faudrait désindexer les retraites ou des prestations sociales de l'inflation pour récupérer des milliards? C'est une solution qui aurait le mérite de ne pas augmenter les impôts, ce qui est un des autres mantras d'Emmanuel Macron. Ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, on n'augmentera pas les impôts puisque je crois que c'est ce qui donne notre crédibilité à notre politique économique. Même dans les moments les plus difficiles, on n'a jamais augmenté les impôts et on a toujours été vigilant. Après, la piste que vous évoquez n'est pas une piste sur laquelle nous travaillons. Nous travaillons à créer de la richesse pour le pays. Parce que, encore une fois, vous avez raison. Moi, je crois que c'est important qu'on ait un modèle de solidarité, un modèle qui soutient les Français les plus fragiles, un modèle qui accompagne les familles en difficulté, un modèle qui peut venir au secours d'une entreprise quand c'est nécessaire. Tout ça, c'est la solidarité nationale et au fond, c'est la spécificité française. Et moi, je suis très fier de ce modèle-là, de considérer que, bien sûr, on est dans un pays où chacun est libre de réussir, mais qu'un accident de la vie est toujours possible et qu'au fond, il y a un filet de sécurité commun et que la société est là pour vous accompagner. Mais je crois que toujours nous devons avancer pour être en capacité de créer plus de richesses, développer nos savoir-faire, développer notre activité, développer notre économie, avoir des Français qui soient bien formés, qui soient compétents, avoir une recherche qui est performante. C'est ce à quoi nous travaillons, bien plus qu'à la question de savoir, et on fera des ajustements budgétaires, mais je crois que ces ajustements, ils arrivent après dans notre réflexion que notre capacité à faire de la France un pays qui est puissant, qui est fort économiquement et qui est en maîtrise de sa souveraineté. Alors justement, au mois de mai a eu lieu le 7e sommet Choose France à Versailles, dans votre département, avec des annonces de plus de 15 milliards de projets d'investissement étrangers, l'équivalent de 10 000 emplois, l'intelligence artificielle, le quantique, la pharmacie, la décarbonation et la pomme de terre. On va enfin pouvoir manger des frites françaises. Alors, est-ce que, comme on l'a dit, c'est le reflet aussi de notre déficit de la balance commerciale? Est-ce que cela ne pose pas un problème de souveraineté? D'avoir des investissements français, d'avoir des investissements étrangers? Alors moi, sauf cette année parce que j'étais retenu au Parlement, mais j'ai participé aux 6 sommets Choose France qui ont précédé, puisque j'ai beaucoup, en tant que parlementaire, travaillé sur les questions d'export et d'attractivité de la France. Moi, je crois qu'à la fois, quand on fait venir des entreprises qui investissent plusieurs milliards, qui créent plusieurs dizaines d'emplois sur notre sol, on doit être satisfait. Ça veut dire qu'au fond, la politique que l'on met en œuvre, elle a du sens. Et d'ailleurs, on réfléchit aussi à un événement qui permet de valoriser les entreprises françaises qui font le choix d'investir sur notre territoire. Certaines ont rapatrié leur production, notamment après le Covid, et je pense par exemple à la question du paracétamol. Après, c'est aussi, vous savez, dans une bataille mondiale aujourd'hui pour attirer les entreprises qui vont faire les technologies de demain. Elles viennent sur notre territoire parce que déjà on est au cœur de l'Union européenne. On est un pays qui bénéficie d'infrastructures extraordinaires. On a un système de recherche qui est solide. On a une recherche qui est soutenue par l'État. Vous avez parlé de l'IA, de la pharmacie. Ce sont des domaines qui sont hautement consommateurs en matière de recherche. Et moi je crois qu'effectivement,
avoir tous ces savoirs qui viennent d'entreprises françaises, d'entreprises étrangères qui font le pari de la France, c'est maîtriser sa souveraineté. C'est absolument fondamental. C'est un paramètre qui a été redéfini de manière très forte après le Covid. Une fois qu'on a réalisé effectivement en France, mais aussi au niveau de l'Union européenne, que parfois on n'était plus en maîtrise de la chaîne de valeur. Et parce que, et ça je pense que peut-être nos concitoyens en ont plus ou moins conscience, mais parce que nous sommes dans un monde qui est extrêmement compétitif aujourd'hui entre la Chine, l'Union européenne et les États-Unis, où chacun se bat pour que les entreprises fassent le choix du pays pour la maîtrise des technologies de demain. L'IRA américain, l'Inflation Reduction Act, est la stratégie qui permet aux États-Unis de capter quasiment l'intégralité des investissements mondiaux. Aujourd'hui, quand vous parlez de l'IRA, ce sont quasiment des usines clés en main que l'on donne à des industriels pour qu'ils fassent le choix. Et nous, la France, l'Union européenne, on doit réussir à s'aligner sur ces politiques-là, puisque sinon, les investisseurs, les entreprises qui pensent les technologies de demain, elles feront le choix d'autres territoires. Alors, merci pour cette présentation. J'aimerais, Marie Lebec, qu'on fasse un peu mieux connaissance avec ce ministère, avec votre rôle. Vous êtes ministre chargé des relations avec le Parlement. Dans votre rôle, il faut parler avec l'ensemble des partis, de l'Assemblée nationale, du Sénat, essayer de voir les possibilités de dégager une majorité sur des textes. En pratique, au quotidien, comment faites-vous ? Bon, moi j'ai 4 jours ici, du lundi au jeudi, les parlementaires qui sont, à exception près, parce que là ils siègent aussi demain, mais en moyenne, les parlementaires sont ici du lundi au jeudi, donc c'est la période la plus intense de la semaine, où effectivement ça consiste à échanger avec les parlementaires sur les textes et échanger avec l'exécutif sur la façon dont ils bâtissent leurs textes, les points d'achoppement, les points difficiles, les lignes rouges du gouvernement, et nous capter ce que sont aussi les lignes rouges des oppositions. Et effectivement, ça veut dire parler à l'ensemble des groupes politiques, à la fois ceux avec lesquels nous sommes dans une logique de coalition et ceux qui sont de notre opposition. On a également des temps un peu consacrés, que sont le Conseil des ministres, les questions au gouvernement dans les deux chambres, les réunions de groupe quand on est membre des partis membres du pacte majoritaire. Donc tout ça, ce sont des éléments qui permettent de parler de ce qu'est l'agenda gouvernemental, de la cohérence de notre politique, des priorités que l'on veut donner sur les textes, et aussi d'essayer de saisir ce que sont les sujets des parlementaires. Le vendredi, ce que l'on a décidé de faire ici, qui est un peu l'innovation avec mon arrivée, c'est de faire énormément de déplacements dans les circonscriptions, parce que je le sais, après 7 ans de vie en tant que parlementaire, que souvent les parlementaires, ils ont ce sentiment un peu frustrant de ne jamais être au bon endroit au bon moment, d'être un peu déchirés. On a décidé de démontrer aux habitants de leur circonscription que le Parlement, c'était pas que parisien, que la vie parlementaire avait un impact dans les territoires, sur leur quotidien, et d'aller parler de ce que fait le Parlement. On va à la rencontre des élus locaux, on va à la rencontre d'une école, d'une entreprise, d'une association qui fonctionne bien, d'un projet innovant qu'un député a envie de mettre en valeur, et on fait le choix de privilégier les territoires qui sont les plus éloignés d'un point de vue des transports de Paris, puisque c'est souvent là où le rôle du député il est très différent de celui qui est dans un territoire urbain, métropolitain, etc. Alors justement, ouais. Quand vous dites « on », c'est vous surtout. Oui, c'est moi et mon équipe, pardon. Vous faites de nombreux déplacements sur le territoire, plus de 7 départements visités en 100 jours, ou 100 premiers jours. Alors quand justement on est à la fois ici et puis sur le terrain, on parle souvent du divorce grandissant entre les élus et le peuple, de fractures entre les élites politiques et le peuple. Tout ça se traduit par des abstentions. En 2022, au second tour de la présidentielle, 14 millions de Français n'ont pas voté. Que ressentez-vous sur ce sujet-là, aujourd'hui en tant que ministre, et est-ce que ce que vous ressentez aujourd'hui est différent de ce que vous ressentiez en tant que député ? Moi j'étais dans une circonscription proche de Paris, effectivement dans la 4e circonscription des Yvelines, dont les 2 villes principales sont Houille et Chatou, avec effectivement plutôt de nos concitoyens qui sont proches des centres de décision, inclus dans la vie économique, et qui donc s'intéressent aussi à la vie politique et à ce que ça apporte. Donc, dans ma circonscription, ça veut dire qu'ils s'abstiennent moins ? Qui s'abstiennent moins, qui participent au vote, qui participent au débat, et d'ailleurs
souvent, quand on échange avec un député qui est dans la ruralité, il me dit ah bah comment ça marche chez vous, et je dis bah par exemple moi on vient me voir pour telle ou telle demande d'un dossier, d'un logement, d'un emploi, une difficulté à obtenir une pièce administrative, etc. En revanche, il y a une très forte participation quand on fait des réunions publiques avec un invité politique, puisqu'ils apprécient ce débat politique. Ça marche aussi en ruralité, mais on va dire que c'est moins la perception qu'on a du parlementaire. Quand on va dans la ruralité, c'est un paradoxe très français. C'est vrai, il y a souvent une critique de notre système parlementaire, et paradoxalement, quand je rencontre des maires, des habitants de la circonscription du député en question, tous me disent non, mais notre député, nous, il est très bien, il travaille beaucoup et on a confiance en lui. Donc c'est un peu le paradoxe entre la proximité et l'éloignement. En dehors, ils mettent 576 députés dans le même sac, et le dernier, c'est le leur, et donc ils l'apprécient, ils le trouvent bien, ils ont envie de revoter pour lui, etc., etc. Mais moi, je pense que ça tient essentiellement cette distance, non pas au cumul des mandats comme on aime à le prétendre pour faire semblant que tout ça aurait apporté beaucoup de clarté, mais plutôt à la méconnaissance du fonctionnement de nos institutions, et c'est très flagrant. Moi, j'ai fait une 50aine d'écoles depuis que je suis élu, de visite d'école. Là, enfin, ça c'est mon compteur personnel. Je n'ai pas ajouté celui que j'ai fait dans le cadre de mes déplacements, mais à chaque fois on a fait une école, donc j'en dois être à 7 ou 8. À la fois, on voit bien que ça les intéresse. On voit bien que les enseignants sont satisfaits ou contents d'avoir notre visite, parce que ça permet de parler des institutions de manière un peu plus vivante, pas que de manière technique. Parce qu'au fond, tout le monde comprend que avoir un citoyen engagé, c'est avoir un citoyen qui comprend notre système politique. Et moi, je crois aussi aujourd'hui, pourquoi aujourd'hui on s'inquiète de la participation aux élections européennes? Parce que ça apparaît comme une machine très complexe, très éloignée, un peu trop technocratique, et moins qui n'impacte pas le quotidien. Le sens de mon action quand je vais dans des territoires, c'est de dire, bien sûr que la décision de votre député, elle impacte votre quotidien, et bien sûr que votre député, il a pour mission de représenter l'intérêt général, mais il va aussi chercher à faire valoir les spécificités de son territoire. Un député qui est dans un territoire côtier n'a pas les mêmes enjeux qu'un député qui est dans la diagonale du vide, n'a pas les mêmes enjeux qu'un député qui est élu dans les Alpes. Et donc ils arrivent avec chacun, avec leur vision de ce qu'est la société, tout en essayant de prendre en compte ce que va lui dire son voisin qui est mieux relié à Paris, qui n'a pas de problème de déserts médicaux, ou qui a une entreprise qui risque de fermer. Tout ça, ce sont des paramètres qu'on inclut quand on fabrique la loi, et tous ces paramètres-là, ils viennent percuter votre vie quotidienne. Mais moi, je crois que la question... Moi, je ne sais pas comment on fait voter un jeune de 18 ans, ou de 22 ans, s'il a déjà voté une première fois à 18 ans, s'il ne comprend pas à quoi ça sert nos institutions. Et on critique souvent les parlementaires, l'éloignement, etc. Moi, je veux bien faire ce pari avec vous. Sortons dans la rue et demandons qui sont les présidents de région, qui sont les élus régionaux issus des Yvelines, qui sont les élus départementaux qui sont censés mettre en place la politique sociale du département. Parce qu'au fond, qui fait ce travail d'aller parler de à quoi sert la région, à quoi sert le département, c'est quoi le rôle du maire, c'est quoi le rôle du député? Et moi, je crois que, entre autres, le cumul des mandats a augmenté la confusion de nos concitoyens. Quand ils allaient voir leur maire, ils parlaient, à l'époque où ils étaient députés-maires, aux députés. Ils ne disaient pas monsieur le maire, ils disaient monsieur le député. Vous pouvez me trouver un logement? Mais c'était le maire qui agissait, parce que c'est le maire qui a la capacité à agir sur éventuellement avoir un logement. Mais c'est le député qui vote les lois sur le logement. Donc tout ça a créé, je pense, beaucoup de confusion. Et cette confusion, elle a eu comme conséquence du fait de dire je ne comprends pas pour qui je vote, je ne comprends pas son action, je ne comprends pas pourquoi je vois un hémicycle vide, ou que quand je veux voir mon député, on me dit qu'il est à Paris, mais quand on me dit qu'il est à Paris, je vois personne dans l'hémicycle. Enfin, tout ça a créé beaucoup de confusion. Et donc je crois que la fin du cumul des mandats, on peut parler du fait que c'est moins d'ancrage local, mais c'est pas vrai. L'ancrage, on se le construit en allant à la rencontre des associations, des entreprises, en étant les relais des maires, en essayant de défendre tel ou tel dossier aux côtés d'un maire, d'un conseiller départemental ou d'un président de département. On peut se construire son ancrage local. En revanche, on doit faire comprendre c'est quoi le pouvoir législatif, à quoi ça sert. Qu'est-ce que ça change quand votre député vote une loi? Et ça, c'est fondamental. Et moi, aujourd'hui, ce que je constate, c'est que parce que le système est complexe, parce qu'on est la 6e puissance du monde, parce qu'il y a 68 millions de Français, parce qu'on a un système de solidarité, parce qu'on a un État qui est divisé entre plusieurs strates de collectivités, au fond,
il faut aller expliquer à nos concitoyens comment ça marche le système politique. Et c'est pas inné, c'est pas de l'acquis, c'est pas parce que vous êtes en République française ou en démocratie que forcément vous savez comment le système fonctionne. Il faut aller l'expliquer. Alors, dans ce volonté de pédagogie, de proximité, il y a aussi l'incarnation. Vous, les marcheurs, vous avez introduit une innovation à travers le Premier ministre Gabriel Attal. Il répond seul aux questions du gouvernement. C'est une expérimentation démarrée le 3 avril dernier. Est-ce que aujourd'hui, vous pouvez tirer un bilan, au moins exprimer un ressenti sur ce côté seul en scène? Quel est le message envoyé? Bon, c'est une proposition de la présidente de l'Assemblée nationale, Yael Braun-Pivet, qui a bien sûr eu l'aval et le consentement du Premier ministre, qui était favorable à effectivement essayer ce format de questions au gouvernement. Aujourd'hui, il y a deux choses. Il y a d'une, effectivement, on est sur des responsables politiques qui sont peut-être moins identifiés qu'avant. Il y en a quelques-uns qui arrivent à sortir du lot et Gabriel Attal fait partie de ceux qui sont identifiés. Et je crois que du coup, ça a du sens aussi, puisque les QAG sont filmés et retransmises, je crois, sur la 3 et les chaînes parlementaires, effectivement, d'incarner un peu plus. Parce qu'enfin, ensuite, c'est le chef du gouvernement et donc c'est lui qui met en musique la politique, et enfin parce que il y a un débat profond et sur lequel ni les oppositions n'avons totalement apporté ni de réponse ni de solution. C'est la question du contrôle de l'action du gouvernement qui est fondamentale. Le gouvernement prend des mesures, a des initiatives pour permettre à la fois de s'assurer que ce qu'on appelle le dernier kilomètre, qui est une expression issue du secteur de la logistique, si je ne me trompe pas, soit bien franchi, c'est-à-dire que quand vous décidez d'une politique publique au plus près des concitoyens, elle est mise en œuvre, qu'elle est bien mise en œuvre partout dans l'ensemble du territoire. Et donc pour ça, on a fait, nous, côté gouvernement, entre autres, pas que, mais la question du baromètre de l'action publique qui permet... Vous avez un site internet qui s'appelle le baromètre de l'action publique et qui vous permet d'évaluer sur la trentaine de politiques prioritaires du gouvernement la façon, le taux de résultat dans votre territoire. Par département. Alors je crois que c'est par département, mais je me demande même si la maille n'a pas été affinée depuis. Oui. Et puis ensuite, il y a la question du contrôle parlementaire sur l'action du gouvernement, puisque c'est une des trois missions fondamentales des députés et des sénateurs. Ils font la loi, ils votent le budget et ils contrôlent l'action du gouvernement. Et aujourd'hui, on est un petit peu dans un petit défi où il y a du contrôle, mais qui n'est pas 100% satisfaisant, qui ne permet pas effectivement, je pense, aux parlementaires de pleinement s'emparer. Et donc, les questions au gouvernement directement posées au Premier ministre, avec un Premier ministre seul en scène, visent à essayer de renforcer ce contrôle, ce dialogue entre le gouvernement et les parlementaires. On verra, les présidents de groupe seront sollicités la semaine prochaine, je crois, par la présidente de l'Assemblée nationale pour tirer un bilan de cette expérimentation qui a duré quelques semaines. Voilà, et puis après, il y a quelques petits paramètres logistiques sur le choix de l'horaire, etc., pour la présence du nombre de parlementaires, mais ça, c'est vraiment de la tambouille interne. Mais globalement, on se pose beaucoup la question de comment est-ce qu'on permet au gouvernement de mieux rendre des comptes auprès des assemblées. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui existent. Et on sent globalement, moi à la fois dans mon expérience de parlementaire, mais aussi en tant que ministre des Relations avec le Parlement aujourd'hui, une forme un peu d'insatisfaction sur la capacité de contrôle de l'action du gouvernement de la part des parlementaires. Marie Lebec, j'aimerais vous soumettre un cas pratique pour bien comprendre le fonctionnement de votre activité. Sur la Nouvelle-Calédonie, suite à l'adoption au Sénat puis à l'Assemblée nationale du projet de réforme constitutionnelle visant à élargir de nouveaux électeurs le droit de vote aux élections provinciales, plusieurs députés demandent le report de l'organisation du Congrès. Sur place, 3 hauts fonctionnaires cherchent à trouver le moyen d'apaiser les tensions. Dans une situation comme ça, quel est votre rôle dans les arbitrages autour d'un dossier sensible comme celui-là? Ouais, c'est un dossier, c'est pas le dossier le plus évident, ça c'est sûr. Peut-être pour repartir de la base, d'abord on a eu la question de l'inscription à l'agenda parlementaire de ce texte. Qui a d'abord démarré au Sénat, parce que c'est plutôt un texte qui porte sur les collectivités, avant d'arriver à l'Assemblée nationale, préparer un débat qu'on savait être houleux à l'Assemblée nationale et sur lequel il y aurait
de vives tensions, donc essayer d'apaiser. Et ensuite, il y a toute la question, effectivement, même si le cas que vous donnez est un petit peu paradoxal, parce que c'est aussi peut-être le cas qui remonte le plus directement au Premier ministre et au Président de la République. Mais vous l'avez dit, au vu comme sur ça, on passe par-dessus vous, au sens vous êtes bypassé. C'est pas tellement on passe par-dessus moi, puisque on apporte aussi un éclairage, notamment le ressenti de députés qui sont peut-être moins identifiés sur ces sujets, mais qui font part de leur vision politique, parce que bien sûr il y a des députés un peu chefs de file sur chaque sujet, mais malgré tout il est intéressant aussi de prendre le pouls des autres, donc on fait ça. Après c'est pas tant on passe par-dessus moi, plutôt que de dire comme la situation est très sensible, c'est vrai que le Premier ministre et le Président de la République d'ailleurs sont particulièrement impliqués dans les échanges avec les parlementaires, mais globalement, et si j'illustre votre cas, c'est vrai que ce que nous faisons, c'est que dans notre ministère, en amont du passage du texte, on fait remonter au Premier ministre les amendements sur lesquels il pourrait y avoir des tensions sur les votes, les moments de passage dans l'hémicycle où il pourrait y avoir moins de députés présents ou moins de sénateurs parce que retenus par une autre commission, parce qu'ils arrivent de circonscription, etc. Donc tout ça peut paraître anecdotique, mais tout ça a un énorme impact sur le déroulé des débats. Si à un moment vous n'avez plus de majorité dans l'hémicycle, ça veut dire que vous allez perdre le vote. Ça a des conséquences. Ça a des conséquences sur éventuellement le fait de procéder à une deuxième lecture ou non. Voilà. Donc tout ça a un impact. Et après, a posteriori du vote, généralement, on fait un peu une note d'analyse ou un compte rendu. On fait bien sûr un compte rendu déjà des débats tout au long de la séance, et ensuite on fait un compte rendu des remontées parlementaires, parce que quand un texte finit, systématiquement, et c'est bien parce que ça veut dire aussi qu'ils ont confiance en nous, mais les parlementaires nous disent à mon avis telle et telle façon d'aborder le débat n'avait pas été bonne, la réponse du rapporteur ou du ministre a enflammé les débats, je suis pas persuadé qu'il faille organiser le référendum d'ici au 1er juillet, il faut laisser du temps. On échange avec les rapporteurs, les responsables, on essaye un peu d'être la courroie de transmission de la voix des parlementaires, et aussi parce qu'ils sont quand même nombreux en tout, de canaliser un peu ces remontées et de les trier, de les hiérarchiser en fonction de ce que les uns et les autres vont nous dire et de la prééminence d'un sujet ou d'un autre. Alors j'ai essayé de hiérarchiser le niveau de difficulté, donc j'aimerais vous interroger maintenant sur la loi sur la fin de vie. Après la PMA pour toutes, le projet de loi sur l'aide à mourir est la deuxième grande réforme sociétale d'Emmanuel Macron. Ce projet de loi sur la fin de vie avance en discussion à l'Assemblée nationale après que la mouture initiale a été fortement modifiée en commission spéciale. On annonce un débat long, et c'est volontaire, parfois difficile. Les soignants sont inquiets du rôle qu'on veut leur donner. Comment, toujours dans votre rôle, abordez-vous cette discussion ? Alors, là c'est typiquement un bon exemple de la prééminence ou l'importance du ministère des Relations avec le Parlement, puisque effectivement déjà c'est nous qui avons fait. Alors, si on revient, donc nous construisons l'agenda parlementaire, c'est-à-dire à peu près par tranche de 3 mois, nous définissons l'ordre de passage des textes. Donc là, nous avons préparé plusieurs scénarios possibles au Premier ministre sur des dates de passage du texte de loi qui a été arbitré, bien sûr, en relation avec le Président de la République, en fonction de la façon dont ils veulent raconter l'histoire de la politique que l'on engage. Sur ce texte-là, on savait que le débat allait être long, qu'il allait y avoir un certain nombre d'amendements, donc on avait besoin d'avoir suffisamment de temps parlementaire. Vous savez, le temps parlementaire se divise de la façon suivante: 2 semaines consacrées au projet de loi du gouvernement, 1 semaine consacrée au contrôle, 1 semaine consacrée à l'Assemblée nationale ou au Sénat. Il y a une rotation de 4 semaines. Donc il fallait qu'on ait impérativement 2 semaines en continu devant nous, pas démarrer à la veille d'une semaine de contrôle ou à la veille d'une semaine assemblée. Donc nous avons regardé les scénarios qui étaient possibles, et ensuite nous avons accompagné le Premier ministre sur les choix d'outils législatifs. Donc, habituellement, c'est vrai qu'on utilise beaucoup aujourd'hui la procédure accélérée, c'est-à-dire qui permet de réunir les chambres pour une commission mixte paritaire au bout d'une lecture dans chaque chambre du texte. Sur ce texte-là, qui est hautement sensible, sur lequel effectivement, je crois, il faut laisser du temps à la construction du débat, on a recommandé de ne pas utiliser la procédure accélérée, et que donc il y ait, avant même qu'il y ait une réunion des 2 chambres pour voir si elles arrivent à se mettre d'accord sur un texte,
2 lectures dans chaque chambre. Donc là, elle est à l'Assemblée, elle va partir au Sénat. Une fois qu'elle aura été finie au Sénat, le texte revient à l'Assemblée nationale pour une nouvelle discussion, puis repart au Sénat, et ensuite on réunit les 2 chambres dans une commission mixte paritaire pour essayer de voir si un accord est possible. S'il y a accord ou pas accord, le texte repart dans les chambres. Donc nous conseillons sur ça. Et ensuite on suit attentivement le déroulé des débats. Éventuellement, si la ministre ou le pôle relevant de la ministre Vautrin ne peut pas, on supplée au banc, puisque quand même c'est 15 jours de débat, donc ça veut dire pour la ministre aussi immobiliser son agenda. Elle le fait bien sûr dans la mesure du possible, elle s'appuie sur ses ministres délégués, mais parfois on peut être amené à la remplacer. Je vous donne un peu tous les cas de figure, hein, tous n'ont pas lieu, mais voilà, donc c'est un peu notre rôle, on fait le compte-rendu des débats. Alors là, on fait moins la question du vote majoritaire, puisque en fait, il y a une liberté de vote, donc les groupes donnent la position du gouvernement, mais les membres des groupes sont libres de la suivre ou non. Donc en fait, on n'a pas la contrainte d'assurer une majorité, de garantir qu'il y aura tout le temps du monde. On essaye bien sûr de convaincre les députés de rester proches de la position du gouvernement, considérant qu'il doit y avoir quand même un alignement dans la vision qui est portée, mais bien sûr ils sont libres de le suivre ou pas. Alors Marie Lebec, j'aimerais qu'on découvre un peu mieux qui vous êtes, votre parcours. En 2017, vous avez été élu député face à un candidat républicain. Vous l'emportez avec 61% des voix. Alors, rafler un siège dans un territoire aussi acquis à la droite, est-ce que c'était inespéré ou le résultat d'un système d'héritiers qui se réservait les places ? Je pense que c'est plusieurs choses. De toute évidence, il y a toujours une corrélation en France entre les élections présidentielles et législatives, donc ça donne un peu de poussée à une candidature, c'est vrai. Après, moi, je pense qu'il y avait en 2017 une volonté de changement très forte de la part de nos concitoyens, de voir des nouveaux visages, qui avaient peut-être d'ailleurs été mal évalués par les LR, qui avaient reconduit un certain nombre de candidats, d'héritiers, etc., qui du coup, même en étant bien installés, se sont fait battre. Une campagne qui a suscité, au-delà de moi, qui a suscité de l'intérêt, on le voyait bien, il y avait des réunions publiques avec 150-200 personnes, ce qui montre un peu une dynamique et qui était liée aussi du coup à la nouveauté portée par, à l'époque ça s'appelait La République En Marche, donc je dirais que c'est un peu le cumul de tout ça, et peut-être aussi, même si j'en parle très rarement parce que c'est pas un paramètre de décision, je pense que dans les Yvelines, les LR, ils avaient fait un peu tous les mauvais choix. Il y a 12 circonscriptions, ils avaient mis 12 hommes. Nous, on avait mis sur les 12, il y avait 9 femmes et 3 hommes. C'est ça, ça fait 12. Non, 8 femmes, non, 9 femmes et 3 hommes, pardon. 9 femmes et 3 hommes, c'est ça. Ce qui, je pense aussi, je crois, montrer notre souci d'avoir un Parlement qui soit peut-être plus représentatif de ce qu'est la société. Alors, élu, vous avez exercé votre mandat de parlementaire, vous étiez particulièrement jeune. Qu'avez-vous appris ? Qu'est-ce qui vous a le plus étonné dans ce parcours ? C'est une bonne question. Moi j'avais fait des études de sciences politiques, j'étais toujours très intéressé par la vie politique, donc j'avoue que j'ai de la chance aussi dans un tout autre territoire, mais d'avoir une tante qui a été députée avant moi, donc on avait beaucoup, on a toutes les deux la passion de la politique, donc on avait beaucoup échangé, elle m'avait pris en stage avec elle, etc. Donc j'arrivais pas totalement comme une inconnue. Je dirais pas ce que j'ai appris ou ce qui m'a étonné, en revanche je dirais peut-être par rapport à ce à quoi je m'attendais, mais je trouve ça bien parce que c'est aussi ma conception des choses, c'est que très vite on m'a confié des responsabilités. J'ai d'abord été responsabilité sur des sujets législatifs, puisque j'étais rapporteur du projet de loi, co-rapporteur, un des co-rapporteurs du projet de loi Pacte pour la croissance, Pacte, l'acronyme pour le texte pour la croissance des entreprises. Ensuite, j'ai été porte-parole alors que j'avais pas j'avais un peu d'expérience médiatique, mais on va dire que je n'étais pas une professionnelle des médias, ni rompue à l'exercice pendant la période allant du début des Gilets jaunes jusqu'au début du Covid. Donc ça a été une période compliquée parce qu'il y a eu les Gilets jaunes puis les retraites. J'étais responsable des porte-parole à 27 ou 28 ans, puis j'ai été vice-présidente de groupe à 28 ans. En fait, ce que je trouve, ce qui a été un peu le moteur, c'est que l'âge n'a jamais été une barrière.
et qu'en fait, on m'a toujours dit si tu veux des responsabilités, prends-en, il y a de la place. Donc, je dirais que c'est moins tant un apprentissage que plutôt la bonne surprise de considérer qu'au fond, tout le monde arrivait avec la même capacité de faire des choses. Ce qui était bien la volonté du renouvellement. Alors, exercer le pouvoir politique, c'est souvent affronter des crises. On ne va pas toutes les égrener. Alors, vous qui admirez, je crois, la figure de Winston Churchill, que pensez-vous de cette réflexion d'un célèbre banquier du XXe siècle, Sir Sigmund Warburg? La plupart des triomphes de l'homme, placés dans des circonstances adverses, sont des triomphes du caractère plus que de l'intelligence. Oula, c'est une bonne citation. J'avais jamais réfléchi comme ça, mais c'est sûr que nous, on a traversé beaucoup de crises. Certaines qui avaient peut-être été générées par la façon dont on avait pu aborder un message politique, et puis certaines qui venaient de l'extérieur, le Covid, la guerre en Ukraine, aujourd'hui la situation au Proche-Orient, ça c'est évident. Je ne sais pas si je suis totalement en phase, parce que je ne sais pas si c'est pas une question d'intelligence, ça c'est sûr, c'est une question de détermination, mais je trouve qu'à chaque fois on en est sorti renforcé, on a appris aussi de ce qu'on avait traversé. Ça a soudé, je trouve, le groupe des parlementaires dans le fait de dire, au fond, il faut traverser cette mer parfois un peu démontée et réussir à faire que le pays ressorte plus fort, pas affaibli, pas divisé, pas atteint. Et donc, je trouve qu'on a appris dans la façon de faire de la politique, on a appris aussi dans l'importance, par exemple, de la maîtrise de la souveraineté, ce dont on parlait tout à l'heure. Ça a appris à faire vivre un collectif qui venait d'horizons politiques différents et pour lequel beaucoup nous ont dit « Ah, ça va péter, l'aile gauche va se séparer de l'aile droite, blablabla ». Moi, ce que je constate, c'est qu'au bout de 7 ans, les gens qui sont dans ce collectif, qui viennent effectivement de la droite, de la gauche, qui ont parfois des intérêts divergents et dont parfois les divergences transparaissent dans la presse, au fond, ils ont tous démontré qu'ils étaient là dans l'intérêt du pays. Bien sûr, chacun a son moteur, mais personne n'a jamais, peu on va dire, parce qu'il y en a quelques-uns, mais très peu ont été ceux qui se sont dit je préfère quitter le navire, etc. Et ce malgré les différences. Donc je dirais que c'est la détermination, mais que forcément toutes ces crises au fond nous rendent un peu plus intelligents parce que chaque fois on apprend. Marie Lebec, si je vous dis je ne savais pas que c'était impossible, je l'ai fait, à quoi ça correspond dans votre parcours? C'est une bonne question. Je pense que c'est quand même mon arrivée au gouvernement. Je veux dire, c'est vrai que c'est un ministère qui jusqu'à présent était exclusivement masculin, qui était plutôt réservé à... On le voit en arrivant ici, la galerie des portraits, ce ne sont que des hommes. Et d'ailleurs, les photos sont en noir et blanc. Voilà. Est-ce que vous mettrez de la couleur pour la vôtre? Je ne sais pas si on a le droit, mais si on peut, oui, je trouve ça moins triste. D'évidence, je veux dire... moi, je me suis engagé aux côtés du président de la République en étant absolument persuadé qu'il avait une vision et la capacité de faire bouger les lignes. Et chaque Français jugera ça comme il veut, mais à titre personnel, je trouve qu'on a plutôt réussi. Je trouve qu'on a porté des combats, qu'on a fait bouger des lignes, qu'on a fait face à des crises parfois d'une extrême gravité. Et peut-être, mon envie de pouvoir servir le président autrement, peut-être dans un cercle plus proche, différemment. Bien sûr que j'en avais envie. Moi, je ne crois pas le parlementaire qui dit j'ai jamais envie d'être ministre, etc. Non pas pour des questions d'ambition, mais parce que je crois que c'est aussi la reconnaissance de son engagement ou de ce qu'il sait faire, de ce qu'il incarne, de ce qu'il peut représenter, de ce qu'il porte. Et tous les parlementaires qui sont là, qu'ils soient d'ailleurs de la majorité ou de l'opposition, ils arrivent avec un combat à porter, quelque chose qui leur tient plus à cœur, voilà. Et moi, ça me paraissait peut-être impossible, peut-être pas impossible, mais improbable d'être ministre à 33 ans. Et finalement, je trouve qu'avec force de travail, d'envie, de volonté, voilà, ça a fonctionné. Alors, on a une question rituelle pour conclure ces échanges. Marie Lebec, si là, maintenant,
vous aviez à prendre un café avec la jeune Marie que vous étiez à 18 ans. Sur le plan, justement, de la vocation et de la vie qui va avec, les yeux dans les yeux, que lui diriez-vous? Je dirais continue d'avancer et ne crois pas au mauvais génie qui souvent explique que c'est impossible. Voilà. Moi, j'ai eu un parcours scolaire chaotique et je trouve que, au final, on m'avait beaucoup dit tu feras pas Sciences Po, tu feras pas de la politique, tu seras pas élu. Voilà. Et au final, tout ça s'est fait. Donc moi, je crois beaucoup à la responsabilité et à la volonté individuelle. Et donc, je suis absolument persuadée et que j'espère que chaque Français peut se saisir de ce message-là, mais qu'il est capable de changer son parcours de vie. Il ne subit pas son parcours de vie, il n'en est pas victime. Et qu'il y a des difficultés plus ou moins fortes, des contextes plus ou moins faciles, mais que chacun est libre de son destin et de pouvoir le bâtir. Marie Lebec, merci. Merci à vous.